Salut Thomas. Salut. Enchanté. Enchanté. C'est chouette de t'avoir ici parmi nous sur, Merci de m'avoir invité. Sur ce deuxième épisode de podcast. Podcast de la gouvernance des systèmes d'information sur lequel on est en train de travailler en ce moment à fond. On se connaît de par nos compagnes qui sont amies depuis un certain temps maintenant. Et tu as un rôle qui est assez différent des profils qu'on va inviter tout au long justement de ce podcast et de tous les travaux qu'on va faire. Tu peux te présenter rapidement ? Moi, je suis Thomas. Du coup, je suis product leader. Je travaille dans des organisations produits depuis que j'ai commencé. Ça fait 17-18 ans que je fais du produit. À l'époque, ça s'appelait pas tellement comme ça. C'était un petit peu chef de projet AMOA ou des choses comme ça. Mais en tout cas, c'était très centré produit sur le product management. Ouais. Et oui, en effet, tu as commencé ta carrière, on en avait longuement discuté, très orienté, au début c'était globalement de la DSI, chef de projet AMOA, un rôle qui n'existe qu'en France, et puis tu as commencé à bifurquer côté justement start-up, scale-up, et à ce moment-là, du coup, tu as commencé vraiment à adresser les enjeux, les orientations produits. Ouais. Est-ce que dis-moi. Exactement. Et en fait, j'ai fait ma carrière de façon un peu... j'ai changé pas mal. J'ai été dans des grosses boîtes, j'ai été dans des très petites boîtes, j'ai été dans des startups, des scale-up. J'ai vu des organisations très différentes. Et comme tu disais, vraiment ce métier AMOA qui aujourd'hui n'existe presque plus, ou en tout cas peut-être qu'il existe, mais comme j'ai bifurqué pas mal dans des boîtes qui sont plutôt anglo-saxonnes, un peu américaines, ce métier n'existe pas en fait. Oui. C'est vraiment le métier de product management qui prend tout son sens. Ok, très bien. Ouais, on pourra en parler de cette partie assistance à la maîtrise d'ouvrage parce que c'est un sujet sur lequel j'arrive pas à me faire un avis ancré, véritable. Je trouve, globalement, ça dépend toujours des talents, des personnes qui sont sur place, de leurs compétences, de leur capacité à faire bouger les lignes. Donc, j'ai vu des très belles choses en assistance à la maîtrise d'ouvrage, j'ai vu des horreurs, mais c'est comme partout. Comme partout. Ouais. Est-ce que tu peux déjà me parler, du coup, on parle un petit peu produit. Est-ce que tu peux me parler justement un peu de la culture produit, qu'est-ce que ça apporte véritablement dans une organisation, en quoi est-ce que ça fait bouger les lignes, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est peut-être moins intéressant ? Oui, alors déjà la culture produit, très très compliqué dans une boîte qui n'a pas la culture produit de l'amener. C'est souvent des organisations qui y croient par le haut. Où en fait on a des fondateurs ou des C-level qui vont vraiment croire en fait à cette organisation beaucoup plus centrée produit et qui vont après embarquer un petit peu ce changement. La culture produit, il y a un petit rôle un peu de lobbying, où en fait le product leader ou le product manager ou le CPO, qu'importe le rôle, doit beaucoup faire de lobbying auprès des autres départements pour expliquer déjà un peu son métier et travailler en fait tous ensemble. Parce que j'ai connu ça dans pas mal de boîtes en France quand j'ai commencé ma carrière. J'ai fait 10 ans en fait dans des boîtes françaises. Et en fait, le rôle de chef de projet AMOA, comme on en parlait juste avant, en fait, c'était plutôt ça un petit peu le rôle. Et dès qu'on voulait changer ça vers une culture un peu plus produit, en fait, du coup, les directions métiers étaient très pushback, en mode non, mais en fait, moi, je sais ce que je veux, je te donne la solution et toi, tu as juste à l'implémenter. En mode chef de projet AMOA, toi, tu es là pour prendre mes besoins, les prioriser dans le backlog, les transférer en spec technique. Et puis fais-le quoi. Et viens pas m'emmerder. Et moi, je connais la solution, c'est celle-là. Et en fait, le métier de produit est complètement différent. Le product management en général, et d'ailleurs, je ne sais pas si on en parlera, mais à différencier pour moi du product owning, qui est la fonction métier très scrum du terme, le product management, il est très orienté discovery, ce que j'appelle discovery en amont. Et en fait, la discovery, c'est quoi ? C'est comment aller chercher les problèmes. Parce que c'est ça le plus important. Très souvent, les clients ou même les directions métiers viennent avec des solutions en disant « Tiens, on devrait faire ça, on devrait faire ça, on devrait développer ça. » Ok, c'est très bien, mais explique-moi en fait quel est ton problème
Et peut-être que en fait, j'aurais peut-être 15 solutions à te proposer. Et pourquoi 15 solutions ? C'est pas pour se dire, tiens, je prends la plus simple ou des choses comme ça. C'est que parfois, en fait, en fonction des stratégies de boîte, il faut que tu prennes celle qui est la plus rapide, celle qui est la moins coûteuse ou celle qui est la plus scalable. Et donc, du coup, c'est justement le rôle du product manager de vraiment essayer d'aller comprendre le problème pour adapter la meilleure solution possible en fonction du contexte et de la stratégie de la boîte. Okay. Chose que la direction de métier peut avoir, mais parfois, en fait, quand tu travailles avec 5 directions métiers différentes, chacun a des objectifs différents. Et donc, du coup, il faut que tu arrives à associer tout ça. Ok. J'aime bien ce côté scalabilité que tu vois. Je m'attendais un peu au mot-clé que tu allais sortir, et puis Scalable m'a surpris. Ok. Tout à l'heure, justement, quand on parlait un peu en backstage sur le sujet, tu me disais tu me parlais de l'importance de l'orientation business. Du product manager. Oui. Il y a vraiment cette compréhension forte. Moi, souvent, ce que je me dis quand je réfléchis orientation produit, donc en effet product ownership ou product management, je me dis toujours, en effet, il y a ce côté, tu parlais discovery, donc capacité à faire du benchmark, capacité à bien comprendre véritablement, en effet, le problème et à hacker le problème, à craquer le problème. Et après, je sais pas ce que tu en penses aussi, il y a aussi ce côté UX/UI, comment je vais amener le produit, etc., qui rentre en jeu après avec des product designers, enfin voilà, tout un tas de profils qui arrivent. En fait, l'orientation business, elle est importante parce que, en fait, product manager, c'est ni un métier de projet, ni un métier juste de pur business. C'est un peu les deux en même temps. Okay, c'est pour ça que chef de projet et moi, j'aime pas trop ce terme parce qu'il y a chef de projet dedans. Mais en fait, ce projet, c'est quoi ? C'est un début, une fin. Alors qu'en fait, un product manager, il est là comme une sorte de... Alors, parfois, j'aime pas trop ce terme. Les gens disent, parfois, c'est le mini CEO un peu du scope qu'il est en train de gérer. J'aime bien ça et en même temps, j'aime pas ça parce que ça donne un petit peu... ça surélève un peu le rôle du product management alors qu'en fait, c'est un rôle parmi tant d'autres. En fait, c'est très important d'être orienté business parce que c'est ça qui drive en fait après derrière les ventes. C'est ça qui drive la stratégie de l'entreprise. C'est ça qui drive la réorganisation d'une boîte. Et donc, du coup, un product manager qui n'est pas orienté business, bah oui, en fait, c'est une autre fonction. C'est une fonction de programme manager, c'est une fonction de process manager, etc. Mais c'est pas une fonction qui te permet, en fait, de pouvoir amener l'entreprise à un step différent. Et en fait, quand tu développes une fonctionnalité, une feature, un produit, tu vas être dans un processus très continu. Où en fait tu vas tester, tu vas sortir une feature, tu vas l'améliorer, tu vas apprendre de ça, tu vas faire une deuxième itération, une troisième, une quatrième, une cinquième, et tu peux en avoir 150 itérations. C'est pour ça que ce truc de chef de projet, il faut un peu l'arrêter, parce que en fait, si tu parles vraiment de projet, tu vas te dire, en fait, j'ai réussi mon projet si je l'ai lancé. Non, tu as réussi ton projet si à la fin, tu as mesuré les métriques que tu avais en tête, que tu as imaginé au début, qu'elles se sont améliorées, que tu vas dans la direction tant de l'entreprise que des métiers, que de l'utilisateur. Et c'est ça, en fait, le vrai succès. C'est ces métriques-là. C'est pas de se dire, finalement, j'ai lancé la feature. Ok, mais en fait, si personne l'utilise, ça sert à rien. Tu me fais plaisir en disant ça. Je me bats au quotidien, tu vois, quand je parle gestion de projet, parce que nous, du coup, on fait de la méthodo, on fait du cadre méthodologique, du costaud 360, il faut qu'on prenne en compte tous les besoins de chacun, etc., pour que personne ne se tire dans les pattes à terme. Et à chaque fois, je me dis, dans mon framework, en tout cas dans les grandes phases que j'ai de ma construction méthodologique projet, j'ai en effet la gestion de la demande, capacité du coup à identifier l'opportunité versus la faisabilité, etc. Tu parlais complexité, comment est-ce qu'on peut craquer aussi des sujets rapidement. Le projet, le benefit tracking, la gestion des résultats, et derrière le pilotage portefeuille. Donc globalement l'instance, l'organe qui permet d'arbitrer. Et justement, ce côté benefit tracking, il est nulle part dans aucune des DSI, enfin je le vois quasiment rarement, et généralement au début on se fait plaisir avec une étude d'opportunité.
pendant le projet qu'on a estimé, enfin le projet A du début, il devient A', A', B, il finit à Z, enfin ça va dans tous les sens. Personne ne recalcule cette opportunité-là. Le projet il sort, on fait une enquête de satisfaction pour les utilisateurs, ils sont contents, pas contents, même s'ils sont pas contents, on n'en fait rien, et puis on avance, parce que de toute manière, il y a 37 projets derrière. Mais c'est hyper intéressant et je voulais justement rebondir sur une expérience que j'ai eue qui m'a vraiment ouvert les yeux en fait sur ce côté très business et metric tracking. C'est une expérience que j'ai eue chez Egencia quand j'ai transféré du monde de l'e-commerce vers le B2B, et en fait la direction était très 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 orientée produit, et tu n'avais pas le droit de faire une seule ligne de code tant que tu n'avais pas présenté en fait un use case, une présentation avec ton contexte, tes hypothèses. Et je parle pas des hypothèses qualitatives, je parle aussi des hypothèses quantitatives. Qu'est-ce que j'ai vu en termes de chiffres aujourd'hui, quel est mon usage, et quelle est l'hypothèse en fait que j'essaie d'atteindre avec la feature que j'ai peut-être envie de développer. Et en fait, on avait un petit peu cette instance où on devait présenter toutes les semaines un peu nos idées là-dessus, avec nos pairs, en fait, avec nos product managers, etc. Et on avait des feedbacks et tout. Et dès qu'on se sentait un petit peu à l'aise, bah là, en fait, on avait le droit de le présenter lors d'un monthly product meeting avec la direction. Ils validaient. Et puis là, on avait le droit de développer. Alors, ça peut paraître très strict comme approche. Mais en fait, quand tu le fais en continu, ça devient une habitude, et en fait, ça va très vite. Et l'intérêt de ça, c'est que ça te force à regarder les chiffres. Tout le temps. Parce que la feature que tu vas lancer, c'est pas uniquement à la fin que tu vas mesurer les chiffres, c'est d'abord au début. C'est d'abord, tu te dis, mais en fait, quels sont mes chiffres aujourd'hui ? Et quelle est l'idée derrière qui me ferait améliorer ce chiffre ? Et donc, du coup, on avait ce système où on devait présenter en fait ces features. Après, on les développait. Et surtout, le plus important, à la fin, était accueilli le résultat négatif. Et donc, du coup, ton A/B test, et d'ailleurs, on devait les lancer que en A/B test. En A/B test ou en ABCD test, en multivariant test, comme tu veux. Pourquoi ? Pour mesurer. Parce qu'en fait, si tu fais pas ça, comment tu mesures en fait l'uplift si tu mesures pas d'une façon un peu scientifique ? L'uplift ? L'uplift, c'est l'amélioration de la métrique. Par exemple, je veux faire 5% de plus de ventes ou des choses comme ça. Tu vois, tu as même des termes que j'ai pas. Pas de souci. Et était accueilli, ce que je te disais, le résultat négatif. Pourquoi ? Parce que le résultat négatif, s'il est bien mesuré, ça veut dire que tu as appris quelque chose. Et si tu as appris quelque chose, c'est que, en fait, peut-être ça, il ne faut pas le faire. Et peut-être que sur d'autres exemples de features, du coup, grâce à cet enseignement, tu ne vas pas refaire la même erreur, etc. Et en fait, c'est pour ça que ce process était continu et assez fréquent, parce qu'il te permettait de te prendre le mur très rapidement pour après le contourner. Et en fait, quand tu compares ça aux anciennes méthodes de cycle en V, où en fait justement tu faisais le truc au début, tu faisais ta spec, et à la toute fin, 6 mois après, tu développais et là tu te prenais le mur. Bah, en fait, le mur après, il est difficile à contourner. Parce qu'en fait, tu as déjà tout développé, c'est fini. Alors que dans un processus beaucoup plus itératif où tu testes tes métriques en continu, bah, en fait, tu pourras ajuster au fur et à mesure. D'accord. Ok. Tu parlais de de pas se remanger le mur. Donc en gros, comment est-ce que tu es capable d'apprendre des leçons que tu as eues à travers justement l'évolution de ton produit. Comment tu fais pour... on est quand même dans des métiers où ça bouge vite, 2 ans, 3 ans, on passe d'une carrière à l'autre, on passe d'une boîte à l'autre. Comment est-ce que tu gères justement ces leçons acquises ? Est-ce que c'est porté par CEO, CPO qui sont souvent des fondeurs de la boîte ? Ou est-ce que je sais pas, il y a un espèce de gros bouquin de toutes les conneries qu'on a fait et qu'il faut pas refaire ? Je pense que oui, tu viens un petit peu avec pas mal de background. En fait, le métier de product management, quand tu regardes sur le marché, tu as pas mal de bouquins qui t'expliquent ce que c'est le product management, etc.
En vrai, c'est cool, hein. C'est très bien, mais ça reste très en surface. Ça reste sur la définition du rôle d'un product manager, qu'est-ce qu'il doit faire, le rôle de l'engineering, le rôle du designer, etc. C'est très bien. Mais au final, tu apprends parce que tu t'es pris des murs. Et donc, du coup, en fait, c'est un peu compliqué de partager cette expérience avec quelqu'un qui n'a pas connu ce mur dans cette entreprise, dans ce contexte, dans ce moment-là. Et donc, du coup, c'est avec l'expérience. Moi, ce que j'ai vu, c'est que les product managers qui ont eu pas mal d'expérience sur pas mal de features différentes et qui se sont pris plusieurs murs ont cette maturité pour après venir un petit peu expliquer, mentorer, faire du lobbying et expliquer en fait ce qu'il faut faire et pas faire. Alors bien sûr qu'après, il y a des choses qui sont un peu basiques que tu peux ramener comme des modèles de priorisation à la RICE ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses que tu peux mettre en place pour améliorer ton organisation. Mais ta propre expérience personnelle, c'est celle qui va te forger et qui va te permettre d'être un meilleur product manager après. Et que tu ramènes, forcément. Oui. Forcément. Et ce qui fait que les plus gros profils product manager aujourd'hui s'arrachent dans les startups, scale-up, et que c'est enfin voilà, on a tout, exactement. C'est vrai que je regarde quand même pas mal l'écosystème startup, et on a les rockstars, on les voit passer de chez Google, Microsoft, etc. Et c'est un peu pareil dans nos licornes françaises. Ouais, complètement. Et quand tu regardes le marché. Je ne veux pas paraître trop critique sur le monde du product management, mais en fait, beaucoup de gens ont envie de se tourner vers ce métier. Et en fait, on recrute beaucoup de product managers, un manager un petit peu à tout va, et c'est OK. Mais il y a des gens qui se disent product manager avec, senior ou très expérimenté, avec 2-3 ans d'expérience. Et j'arrive et j'essaye de leur expliquer, mais restez humble, parce que justement, par rapport à ce que j'ai expliqué avant, c'est parce que tu t'es pris 50 fois le mur que là, en fait, tu as appris à bien faire ton métier de product manager. C'est pas parce que tu appliques une certaine théorie que tu es un bon product manager. Et donc, du coup, je dis souvent aux plus jeunes soit qui commencent le métier parce qu'ils ont fait une reconversion, soit qui sortent d'école, soyez patients. Juste, il n'y a pas de souci. C'est pas facile, ils ont les dents longues. Mais oui, exactement. Il faut aller. Soyez patient parce que vous allez rencontrer beaucoup de situations sur lesquelles vous avez à apprendre des choses complètement différentes. Et c'est parce que en fait, vous avez vu plein de choses que vous allez pouvoir avoir une certaine maturité sur le product management et vous allez être bon. Donc du coup, soyez patient. Essayez pas de vouloir forcément tout de suite grandir et monter l'échelle. Ça vient avec de la patience. Bon, ça, je pense que ça s'applique à toutes les carrières. Moi, c'est vrai, c'est pas faux. Je suis un peu pareil, hein, tu vois. Je suis sorti d'école, j'ai voulu partir à toute vitesse sur tout un tas de sujets. J'ai vite monté ma boîte. Là, je pense que dernièrement, je suis vachement dans cette courbe de l'apprentissage. Là, j'ai tapé le plafond, là, puis tout s'est effondré. La confiance en soi avec. Et là, je suis en train de remonter la courbe. Et en ce moment, je suis sur une belle courbe. Là, je me sens mieux qu'avant, tu vois, sur ces sujets-là. Mais t'as raison, et j'encourage, attention, il faut vraiment pas prendre du mauvais côté ce que j'ai dit, c'est j'encourage les jeunes à monter des choses, ok ? Parce que plus vite, justement, ils montent des choses, plus vite, ils se prennent des murs. Par contre, le métier de product manager, si on recentre là-dessus, c'est un métier d'humilité. Et c'est souvent un métier où, j'aime bien dire ça avec mes product managers, ton avis, on s'en fout. Pourquoi ? Parce que le métier du product management, en fait, c'est justement d'être dans la peau de l'utilisateur, dans la peau du métier, dans la peau de l'engineering, dans la peau du designer, dans la peau des founders pour savoir qu'est-ce qu'ils ont en termes de stratégie pour leur boîte, et de développer la meilleure solution par rapport aux problèmes qu'on a. Et donc, du coup, le product manager qui dit moi, je trouve ça cool ça, c'est cool. Mais en fait, c'est pas ton métier. Donc, c'est cool pour toi. Si tu as envie de faire ça, monte ta boîte. Comme ça, tu seras ton propre patron. Mais en fait, tu es là pour faire un métier qui est justement ce métier très difficile d'allier tout ça. C'est le plus difficile. C'est vraiment genre d'être le point central de l'intégralité des départements, des métiers, de la DSI, des équipes tech, des équipes DevOps, des équipes design, et d'arriver en fait à être un peu chef d'orchestre de tout ça. Okay ? Et d'adopter la meilleure solution pour ça. Ok.
Alors du coup, tu vois, ce que tu dis me fait me poser une question. Tout à l'heure, pareil, on discutait juste avant le podcast, et tu me disais, le PM, il est côté métier. Mais là, tu es en train de me dire qu'il faut aligner tous les métiers en même temps. Ouais. Comment tu le positionnes en fait dans l'échiquier ? C'est pour ça que la culture produit, c'est... En fait, dans les boîtes qui fonctionnent bien, en fait, tout dépend de ce que fait la boîte. Okay, si ta boîte fait du logiciel, bah en fait, ce que tu vends, c'est le logiciel. Okay, donc, c'est le produit. Donc, du coup, le product manager doit être attaché à cette entité qui s'appelle produit et qui doit être au comité exécutif. Oui. Donc, ce que j'appelle le C-level, etc. Donc, le CPO doit être présent. Et je l'ai pas mal vu en France par rapport à des boîtes plus américaines qui sont un peu plus peut-être, et désolé de dire ça comme ça, mais que je trouve un peu plus avancées en fait, sur cette mentalité-là. En fait, si tu veux une culture produit dans ta boîte, notamment si tu vends du logiciel, en fait, il faut que le manager produit en fait, soit là-haut. Mais comme tu aurais un directeur des opérations quand tu es dans l'industrie. Exactement, exactement. Et en fait, les boîtes qui ne comprennent pas ça, c'est des boîtes qui vont pas avancer, en fait, qui vont pas être orientées. Pourquoi ? Parce que le produit est une entité à part, business, en fait. Et après, il y a des directions métiers sales, il y a des directions métiers customer success, etc., etc. Mais le produit n'est pas juste une sous-entité, soit d'une DSI, soit d'une direction métier, etc. Elle est une entité à part entière qui, justement, essaye d'organiser, essaye de prendre les besoins de l'intégralité de la boîte. Donc, du coup, si tu es rattaché à une autre direction métier, bah en fait, chaque direction métier a ses objectifs, ses OKR, etc. C'est toujours des guéguerres politiques. Un peu compliqué, en fait, d'être un vrai bon product manager si tu n'as pas, en fait, cette légitimité dans la boîte. Surtout, en fait, si tu veux que ton logiciel, celui que tu vends, bah en fait, il performe. Ouais, je comprends. C'est sûr, quand tu vends du produit, tu vois, je pense toujours, je sais pas si tu l'as, la chaîne de valeur de Michael Porter, avec fonction métier ou fonction principale, ça va dépendre de comment c'est traduit, les fonctions support, et puis derrière tu dégages de la marge, du bénéfice, ça va dépendre des structures. Donc en effet, dans les fonctions principales, les fonctions métiers, si tu vends du produit, nécessairement tu es au milieu, parce que du coup tu fais partie de la chaîne. Et après, nous, là où dans le côté DSI, il y a une grosse bataille aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire valoir le DSI au niveau du COMEX, comment est-ce qu'il remonte au niveau du COMEX, et ne plus être vu comme une fonction support, une énième fonction support, parce que demain, je prends l'exemple, mais je coupe les machines le soir, on verra comment ça va se passer. Généralement, le lendemain, ça voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'on se dit, ok, oui, on est en support, surtout si on ne vend pas de produits digital directement à nos clients. Après, support versus métier, si demain, en effet, j'arrache la prise, ça va se passer différemment. Mais complètement, et je te coupe là-dessus parce que c'est hyper important, c'est qu'importe la direction dans laquelle tu es, il y a des directions qui sont tout le temps vues en support. Et justement, je déteste ça. Je déteste ça. T'es pas un support, en fait. Si t'es là, c'est parce qu'en fait, la boîte a besoin de toi. Et donc, du coup, tu génères indirectement du revenu. En fait, tu peux parler aussi des directions RH, des directions finance, etc. Et aujourd'hui, comme tu as dit, tu coupes la prise, bah en fait, tu n'as plus de business. Ça veut dire qu'indirectement, ton métier, en fait, il sert à quelque chose. Oui. Par contre, le truc qui est difficile, mais justement, c'est là où les directions qui sont aujourd'hui considérées support doivent changer, c'est arrêtons d'avoir des KPI qui sont très centrés sur des choses très abstraites ou très techniques et recentrons des KPI et des métriques qui sont très centrées business. Et en fait, la DSI comme le produit peuvent faire ressortir ça. Et à partir du moment où tu montres ça aux directions métiers, à la direction, au C-level, en fait, c'est « Ah, ok, tu me fais perdre temps » ou « Ah, tiens, tu me fais gagner temps ». Ah bah ok, bah en fait, j'ai compris ton métier et en fait, aucun problème. Pour choper des budgets. Exactement, pour te financer. Parce qu'au final, tu m'as démontré
que derrière, il y avait un intérêt. Et c'est pour ça que le métier de product manager, c'est aussi ça tout le temps, c'est de surfacer en fait le gain. Et pas juste la métrique d'usage en mode la feature est utilisée tant de fois, etc. C'est en fait grâce à cette fonctionnalité, on va pouvoir gagner tant, on va pouvoir financer tant. Et donc du coup, le ROI, c'est ça. Le ROI est très important parce que en fonction de la santé de ta boîte, ton ROI, tu peux te permettre de l'avoir plus lointain ou plus proche. J'ai été dans des boîtes où on essayait d'atteindre la profitabilité à un horizon qui était moins d'1 an. Donc du coup, quand tu commences à développer des fonctionnalités à ce moment-là qui sont très 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 long terme en termes de ROI, bah c'est compliqué parce qu'en fait, tu tapes dans la trésorerie de la boîte, tu demandes à ta boîte, bah vas-y, finance-moi, mais t'inquiète pas, dans 3 ans, ça va commencer à générer du chiffre d'affaires. Ok, c'est cool, il faut le faire. Mais est-ce que c'est le bon moment de le faire? Parce qu'aujourd'hui, en termes de stratégie de boîte, j'essaie d'atteindre une profitabilité. Est-ce que tu vas pas plutôt te recentrer en tant que product manager sur des feature business qui vont avoir un ROI à moins d'1 an, etc. Et c'est pour ça que je refais le parallèle à la fonction de métier product manager. Pourquoi en fait le product manager est très business? Parce que justement c'est tout ça. Il doit voir en fait par rapport à la stratégie de la boîte, par rapport à son état de santé actuel, par rapport à la direction qu'on veut prendre, quelle est la direction que le produit doit prendre à l'instant T. Et après, en moyen terme, et après, en long terme. Et c'est tout ça qui est difficile. Et pour refaire ce parallèle avec les fonctions, enfin les product managers un petit peu jeunes qui débarquent, qui se disent ah, j'ai toutes les méthodes, etc. Ok, c'est très bien. Mais en fait, est-ce que tu as tout compris vraiment de l'écosystème de l'entreprise dans lequel tu évolues, dans lequel tu évolues et dans la direction que l'entreprise veut aller. À partir du moment où tu as compris tout ça, là, en fait, tu commences à être un product manager qui vraiment step up. Ok, super intéressant. Ouais, tu vois, dans la mise en corrélation, parce que donc, du coup, on est sur un écosystème très start-up. Puis j'ai une question justement vis-à-vis de ça, je vais y revenir juste après. Moi, je suis dans un côté très DSI, très ancré. Et c'est justement pour ça que je trouvais ça passionnant qu'on puisse échanger sur le sujet. Là, tel que je le comprends, finalement, tu es en train de me dire que le CPO, c'est un animal communicant, un animal business et politique. Et finalement, c'est le rôle du DSI d'aujourd'hui que de se positionner sur ces thématiques-ci. Donc alors peut-être que c'est pas le DSI qui va prendre en charge tout l'enjeu, mais derrière, en tout cas, qu'il ait peut-être des relais au niveau de sa direction, responsable études, projet ou je ne sais quel profil qui va justement faire ce pendant business fort. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai travaillé 10 ans avec des DSI et après, j'ai plutôt évolué dans le B2B SaaS, à faire du logiciel pour des boîtes plutôt anglo-saxonnes, américaines, internationales. Et cette fonction DSI, je me suis un petit peu éloigné. Mais en fait, je vois par rapport à des collègues, à des personnes avec des connaissances qui bossent encore avec des DSI, que cette fonction, en fait, évolue et doit se réinventer. Parce que sinon, en fait, on sera toujours à la traîne en France. Sur l'évolution, sur la rapidité d'exécution, sur de nos logiciels, etc. Il faut qu'on arrive à se réinventer. Et pourquoi on prend ces méthodologies, les Scrum, les Kanban, les Shape-Up, etc. En fait, c'est des méthodologies qui ont fait leurs preuves et qui viennent d'où ? Un petit peu des anglo-saxons américains. Chez qui ça fonctionne. Chez qui ça fonctionne. Après, je ne suis pas en train d'idolâtrer, attention, ces gens-là, c'est juste, il faut évoluer. Parce que ces gens-là, ils évoluent vite, ils vont vite. Donc du coup si on le fait pas, en fait, on va se faire manger. On va clairement se faire manger. Et c'est pour ça que les entités en France qui sont très orientées sur des choses très chef de projet, DSI très classiques, etc., ça marche, mais un temps. Et en fait, malheureusement, l'activité concurrentielle, elle est présente, elle est intense. Et si on veut se réinventer, si on veut aller vite, il faut se réinventer sur ce métier-là et être beaucoup plus business. Ok. Est-ce que tu penses justement par rapport à ces éléments-ci, est-ce que tu penses que, tu vois, généralement, la culture produit, elle est très présente dans
chez les éditeurs de logiciels qui sont des mini DSI. Voilà, pour moi, c'est une mini DSI. Customer Success Management, c'est le support. Le produit, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les devs. Il y a des personnes qui gèrent l'opération, ce serait côté DevOps. Enfin, voilà, des profils un peu similaires. Est-ce que tu penses que le côté legacy, tout ce legacy que certaines boîtes traînent, justement te freine dans cette transformation-là? C'est une transformation plus de culture qu'organisationnelle, parce que finalement, on serait capable de juxtaposer absolument tous les rôles que tu es en train de citer et tous les rôles que je cite. On trouve tout de suite de qui il s'agit. En tout cas, on sait à peu près comment ça se positionne. Mais est-ce que tu penses que le legacy joue un gros rôle dans le traîneau qu'on doit... Ouh là là. Alors, le legacy, c'est un gros sujet. J'ai pas de bonne réponse à ça. J'ai quelques expériences justement sur des systèmes de legacy qu'on a traînés. Et je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais à chaque fois qu'on a essayé de conserver un legacy, le traîner, etc., ou le faire évoluer en faisant une grosse migration, une grosse refonte, etc., on s'est toujours dit, ça va prendre 1 an ou 2, ça a toujours pris 4 ans. Quoi. Tu soulèves toujours. La dette, c'est énorme. Et donc du coup... Les boîtes qui fonctionnent bien, c'est des boîtes qui intègrent le legacy comme quelque chose qui est du run, en fait. Qui ont compris qu'un système logiciel, en fait, il doit évoluer en continu et la dette que tu expliquais là doit être enlevée en continu. Et le rôle du product manager, c'est aussi de comprendre ça. Enlever de la dette, c'est faire du business. Parce que si le product manager commence à te faire que des features, allez, on ajoute, tu viens empiler des features et au bout d'un moment, ton château de cartes, il s'écroule. Oui, tu as une architecture dégueulasse. Exactement. Donc du coup, le product manager, en lien avec les ingénieurs, en lien avec les designers, doivent aussi regarder la dette. C'est aussi une partie du business pour se dire, en fait, si on conserve ça encore longtemps, on va perdre temps. Ok, et surtout, on va être bloqué après pour développer de nouvelles features. Donc, en continu, il faut toujours regarder ça. Et après, pour en revenir sur, allez, lançons un projet de refonte. J'ai vécu 2 projets de refonte. À chaque fois, ça s'est cassé la gueule. Parce que justement, on essayait de se dire, en fait, on n'avait pas regardé la dette avant. Et au bout d'un moment, en fait, on est arrivé à un point de non-retour où on se dit, en fait... À chaque feature qu'on lance, en fait, tout le système pète. Donc, du coup, il faut refondre. Et en fait, c'est trop tard. Et en fait, ça prend 4 ans. Et sur ces modèles-là, ce qui a plutôt fonctionné, c'est une sorte de buy-in, enfin, une acceptation et un investissement de la part de la direction de dire, en fait, là, on est allé trop loin sur ces legacy. Il faut la mettre à la poubelle. Et investir dans une nouvelle team qui va développer potentiellement from scratch une nouvelle technologie, un nouveau produit. Qui va cannibaliser l'ancienne. Exactement. Ça coûte cher. C'est risqué, ça coûte cher. Sauf que c'est pour ça qu'en fait, il faut faire très attention à ta dette. Parce que si tu la regardes pas, tu vas arriver à cette décision-là à prendre. Et là, ça va coûter cher à ta boîte. Parce que comment tu fais pour faire marcher une vieille 2 chevaux qui marche plus du tout? Enfin, au bout d'un moment, il faut l'entretenir. Ou est-ce que tu changes le moteur? Exactement, exactement. Donc c'est pour ça, principalement, regarde ta dette en continu. C'est le rôle du product manager en lien avec les ingénieurs, très important. Et après, quand tu ne peux plus, en fait, on va préférer... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Dans d'autres organisations, je suis sûr et certain que ça a dû fonctionner, mais on va préférer peut-être créer un nouveau produit avec peut-être une autre orientation business qui va te permettre en fait de détruire un petit peu ton legacy, prendre une autre direction, faire beaucoup plus de ventes, mais au moins partir d'une base saine et là, reprendre en considération le traitement de ta dette, etc. etc. Ok. Ouais, c'est un gros sujet, ça. Sujet. Non, mais oui, surtout, tu vois, les grosses thématiques, c'est comment tu le vends à la direction.
En fait, globalement, c'est coût direct, coût indirect. Ouais. Les coûts directs, sur du développement, etc., c'est très simple. On va fournir ce service. Donc, du coup, mes devs, mes chefs de projet, ils sont alloués à. Mais du coup, toutes les équipes, opérations, infra, comment est-ce qu'on est capable de dire elles bossent sur tel sujet. Quand tu as de la gestion du capacitaire, tu es capable de le faire. Ouais. Quand tu pointes les temps, etc., enfin, quand tu fais de la gestion de temps, tu es capable de le faire. Mais véritablement, c'est un gros sujet. Donc, tous ces coûts indirects, comment tu les alloues en termes de clés d'allocation, Ouais. en termes de référentiel de pilotage économique, pilotage budgétaire, c'est un enfer, ces sujets-là. Faut savoir que c'est très compliqué. Et donc, voilà, comment tu vends le fait que toutes les équipes ne font que ramener obligatoirement de l'argent à l'ensemble de l'entreprise. Ouais. Et tous les sujets de gestion de la dette, oui, ça coûte de l'oseille. Oui, on va pas en voir les bénéfices de manière instantanée, mais en fait, on est toujours là et tous les projets servent nécessairement à l'amélioration du produit, du business, etc. Ouais. Et comment tu arrives justement à prouver ça, le faire comprendre, etc. Mais c'est pour ça que j'ai pas de méthode miracle là-dessus. C'est pour ça que ça passe par beaucoup d'expérience et des gens qui sont à la direction et à la tête de ces boîtes-là, qui ont cette expérience-là justement du terrain et qui ont vécu ça. Parce que oui, aller traquer ta dette à l'euro près, de dire, tiens, au début, en fait, ta dette, ça te coûte 5% de ta team à passer du temps dessus, etc. Au fur et à mesure, en fait, quand tu es dans le quotidien, tu regardes tes features, tu regardes ce que tu veux développer, etc. Très difficile en fait de dire est-ce que ça c'est de la dette, pas de la dette, parce qu'en fait quand je fais cette fonctionnalité là ça prend une partie de la dette et pas de la dette, donc du coup tu as du mal à chiffrer exactement l'augmentation en fait de ta dette et de ton legacy de façon très chiffrée, et c'est pour ça que tu as du mal généralement à piloter ça. Et que tu arrives à un moment où tu te dis ah merde, il y a tout qui pète, ok, en fait c'était à cause de la dette, ok, je refais un truc de ok, aujourd'hui combien de temps on passe là-dessus, ok, mais en fait combien de temps t'as passé dans le passé, quoi, pas juste aujourd'hui là-dessus. Et en fait c'est pour ça que j'en reviens au lobbying, au fait que des gens qui sont à la tête de ces boîtes ont vécu ça, parce que en fait ça vient de l'expérience. En fait, si les DSI, les CPO, les CTO ont vécu ça, ils savent pertinemment qu'en fait, dans leurs organisations, dans leurs process, il faut insuffler cette dynamique de traitement de la dette et tout. Parce que, indirectement, tu vas pas arriver dans ce scénario où tu vas devoir faire un projet de refonte, etc. Parce qu'en fait, tu auras impulsé ça dès le début. Je fais un petit parallèle avec justement les startups qui se disent en fait je veux aller vite. C'est très bien, les startups vont vite, mais si tu le fais pas bien dès le début, très souvent en fait tu crées un produit qui est peut-être un market fit, tu le lances sur le marché, c'est parfait, les gens l'utilisent, c'est génial, mais en fait tu as créé une dette énorme parce que potentiellement tu t'es dit je vais, au lieu de recruter un senior dev qui est très très bon, qui me le fait les choses bien, en fait je vais recruter 5 juniors parce qu'en fait ça va aller plus vite. Puis ils vont me faire un N8N, ils vont me rajouter des briques dans tous les sens, il y a des Google Sheets à droite à gauche. Il n'y a pas de souci, ça va aller vite, ça va aller très vite, on va pouvoir construire plein de briques, mais les briques, sur 5 ans, n'ont aucun sens entre elles. Au niveau architecture, tu revois le truc, tu dis oh là, mais qu'est-ce que j'ai créé ? En fait, j'ai créé une sorte de Frankenstein pour créer mon produit très vite. Je dis pas qu'il faut pas le faire, ok ? Parce que au bout d'un moment, il faut aussi que tu lances ton produit pour avoir du financement derrière, pour après pouvoir grandir, etc. Par contre, des boîtes qui ont compris dès le début, et donc du coup des fondateurs ou des dirigeants qui ont compris dès le début que il faut prendre quand même 1-2 personnes, ou moi-même, je vais impulser une dynamique de maturité, d'architecture vraiment très bien construite dès le début. En fait, c'est là où tu évites la dette le plus possible, dès le début. Et tu te retrouves pas dans un moment où en fait tu dois tout refondre. Donc c'est pour ça que ça vient par l'expérience principalement. Ça demande une vision, ça. Ça demande une vision de savoir où est-ce qu'on va sur le produit pour être capable de monter l'architecture aussi en fonction. Totalement. Donc là, c'est exactement la partie la plus compliquée. C'est pour ça que
il te faut quelqu'un, quand tu montes une boîte en mode startup, etc., il te faut quelqu'un qui a cette vision-là, tant produit que tech, qui arrive à allier les deux. Alors parfois, tu peux avoir les deux, tu peux avoir un mec qui est très produit et très tech, et en fait, l'association des deux fait bien. Mais tu peux pas être juste business si tu... Enfin, tu peux pas juste te dire, tiens, je suis business et je vais créer un produit logiciel. Ok, très bien. Enfin, il y a plein de logiciels qui ont très bien fonctionné sur le marché là-dessus, etc. Mais si tu repenses à la dette, en fait, tu as besoin de quelqu'un qui a vécu ça pour créer un logiciel qui dure dans le temps. Oui. Après, ça dépend de ton objectif. Hein. Peut-être que ton objectif, c'est de créer un micro-logiciel qui va se faire racheter parce que ton objectif en tant que fondeur, c'est juste de faire ça, c'est de faire de la création-rachat. Mais si tu as envie de durer dans le temps... Il faut le revendre. Hein. Exactement. Parce que revendre Frankenstein, ça va pas être facile. Complètement d'accord. Exactement. Donc tu vois par exemple un truc, enfin voilà, il y a des sujets due deal qui passent régulièrement. Tu deal, t'arrives, tu dis, bon, montrez-moi votre cartographie et votre documentation, parce qu'il est hors de question que mon client il rachète une horreur, quoi. Une horreur qui tient à peine debout, un espèce de truc difforme qui se casse la gueule de tous les côtés. Donc montrez-moi votre archi, montrez-moi votre doc, et puis là, en face de toi, ça se décompose. Hein. Évidemment, tu les as pas demandés au préalable, faut pas qu'ils se préparent. Hein. T'attends de les regarder se décomposer, tu te dis, bon, on se retrouve dans 3 mois quand vous aurez pondu ça. Ça me fait penser à j'ai une expérience où il y avait une boîte concurrente qui allait très mal, etc. Et on s'est dit, bah tiens, on va essayer de les racheter parce que c'est intéressant, on va pouvoir acheter les clients, potentiellement la technologie, parce que justement sur le marché, ils sont très très bons en termes d'expérience. L'expérience sur le logiciel qu'ils montrent est extraordinaire et c'est ça qui est plébiscité par leurs clients. Okay. Le seul truc, c'est que la boîte va mal pour d'autres aspects qui sont plus internes. Ils ont eu du mal à atteindre la profitabilité, etc. Mais l'expérience était extraordinaire. On a ouvert le capot, on a regardé, et en fait, ils avaient monté tout leur système. Sur quoi ? Sur juste des outils no-code ou low-code. Donc du coup, ils n'avaient rien développé. Et en fait, ce qu'ils avaient développé, c'était juste un front. Qui était basé que sur des Google Sheets, des Airtable, des bases de données créées là-dessus. Et ça se fait de plus en plus, hein, ça. Oui, mais beaucoup. Pour valider en fait ton approche du produit que tu as envie de vendre, etc. C'est très bien. Mais au final, quand tu vends un produit qui n'est pas totalement logiciel, etc., bah, en fait, c'est quoi la valeur de ta boîte ? Donc, c'est tes clients. Mais au final, ce qui est valorisé beaucoup dans ta boîte, c'est ce que tu as développé, c'est ton logiciel. Et donc, quand tu ouvres le capot et que tu découvres qu'en fait, tout le monde te dit « Ah, mais c'est bon, on a développé un logiciel. » Non, mais en fait, tu as utilisé des logiciels existants que tu as connectés entre eux. Ça, c'est pas valorisable. Tu as seulement une base de données. Ouais, exactement. Et au final, on n'est pas parti avec eux parce que c'était... Enfin, ok, oublions ça, vous n'avez pas de logiciel en fait. Vous avez un front et vous avez été super intelligent sur le front et ça, on vous l'accorde. Mais par contre, venez pas valoriser en fait votre tech alors qu'en fait, il n'y a rien derrière. Quoi. Ouais, je comprends. Tu vois, moi, le problème que j'ai aujourd'hui vis-à-vis de ce type, alors je comprends hein, évidemment, donc tu vois, je monte une boîte, donc je vois très bien ce besoin d'aller vite, de vendre, etc. Mais moi, mon problème, c'est que j'ai mes clients qui achètent ce genre de solutions. Et c'est des passoires cyber, hein. C'est tout un tas de saloperies qui vont nous tomber sur le coin de la tronche d'ici peu de temps. Et cette souvent incapacité des DSI à prendre le temps justement, alors pas d'aller faire une due deal, mais en tout cas d'aller creuser les points saillants, bah ça se fait pas. Ouais. Et peut-être parce que t'as pas les connaissances, parce que tout un tas de choses, hein, mais aujourd'hui c'est un gros problème et on sait très bien que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc comment tu t'organises pour être capable de happer ce truc-là. Ok. Est-ce que Thomas, je te propose de passer à une autre question que j'avais. Je voulais que tu me repositionnes un peu, tu sais, les rôles, les responsabilités qu'on a autour de la culture produit. Ouais. Donc, tu vois, on a parlé de PM, on a parlé de PO, on a parlé de product design un petit instant. Ouais. Est-ce que tu peux me resituer justement tous ces rôles et responsabilités ? Ouais, si tu prends un peu le by the book,
je vais éviter de faire des titres aux personnes, mais plus des rôles de façon générique, parce qu'en fait, tu peux avoir des titres un peu différents. T'as un pôle, t'as un trio de têtes, t'as 3 personnes ou 3 rôles très importants. C'est le product management. T'as le design, ce qu'on appelle communément plus le product design. Et après, t'as l'engineering, donc les ingénieurs, la DSI, etc. Et c'est ce trio-là, en fait, qui va créer le produit idéal. C'est ni le product manager tout seul, ni le product designer tout seul, ni l'ingénieur tout seul. C'est l'association des 3 qui est très importante. Après, tu peux avoir beaucoup plus de rôles un peu différents. Enfin, tu as la direction métier avec les customer success, les sales, les directions opérations, etc. Côté ingé, tu vas avoir les ops, le DevOps, l'archi, etc. Les Product Ops. Et Product Ops, on a. Et en fait, justement, donc du coup, les Product Ops, si on développe un petit peu là-dessus, pourquoi ça s'est créé ? Parce que justement, en France, on a appliqué pas mal le by the book Scrum. Donc, on a un Scrum Master, on a un Product Owner, on a des ingénieurs, on a de la QA. Ok, c'est très bien. Mais en fait, aujourd'hui, le rôle du PO, je suis désolé pour mes collègues français, mais en fait, c'est un peu... on l'a dérivé juste pour renommer ça PO, mais avant, c'était le chef de projet. Sans vraiment comprendre l'essence même de ce que c'est en fait du Product Ownering. Et en fait, on met du PO pour juste dire bah, j'ai appliqué une méthode Agile Scrum et lui, je le désigne PO. Mais en fait, c'est pas... On a transféré ces gens en PO sans vraiment leur mettre le titre de PM. Pourquoi ? Parce qu'en fait, PM, c'est beaucoup plus business. En fait, c'est quasiment... t'es toi-même un métier, en fait. Et c'est ça qui est compliqué, c'est vraiment donner ce pouvoir en fait au product owner, justement d'avoir cette décision-là. Et c'est pour ça que les Américains ou les sociétés anglo-saxonnes n'ont plus ce métier de product owner. Ça n'existe plus. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un autre rôle pour faire chef de projet. Ils ont d'autres rôles qui sont Ops, justement, Product Ops ou Program Manager. Mais en fait, le PM est au centre et il va faire ce lien entre Discovery, aller craquer les problèmes avec les directions métiers, Framing, travailler ensemble avec toutes les parties prenantes pour trouver la meilleure solution avec les ingénieurs, le designer, etc. Et après, délivrer. Donc, le PM va jouer indirectement ce rôle de PO. On voit souvent maintenant des schémas où justement il y a la fonction PO et le PM justement englobe le PO. Exactement. En fait, PO, et désolé pour ceux qui ne croient pas en ça, moi j'avoue j'ai plutôt cette croyance-là, le PO est une fonction sous-ensemble en fait du PM globalement. Après, si tu fais ça, ça veut dire que le métier du PM, en fait, il y a des tonnes de trucs à faire. Donc, du coup, est-ce que tu as vraiment le temps de regarder ton sprint, ta vélocité, tes tickets, etc. Et bien, justement, c'est pour ça qu'il y a des métiers qui se sont créés qui sont plutôt opérations, Product Ops, ou mais au même titre qu'on a du DevOps aujourd'hui. Oui. Pourquoi ? Parce que on a dit... Ok, le métier du chef de projet pur n'existe plus, il faut l'éliminer. Pourquoi ? Parce que, en fait, un projet, comme je l'ai dit au tout début, c'est un début, ça a une fin. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir le business et le produit. Il faut le voir d'une façon continue. Donc du coup, on va plutôt avoir une fonction Ops qui va en fait mettre de l'huile dans les rouages, qui va voir un petit peu comment ton organisation fonctionne et te dire en fait comment je vais collecter les besoins. Est-ce que j'utilise un outil ? Est-ce que j'utilise un process ? Comment en fait on va montrer les différentes features tous les quarters pour qu'en fait tout le monde soit un peu au courant de qu'est-ce qui va sortir. Et en fait le Product Ops va essayer de vraiment mettre une sorte de cadre sur comment améliorer les rouages et comment faire en sorte que ton PM peut se concentrer un peu moins sur des fonctions très process. Il faut que tu regardes ton ticket, il faut que tu l'écrives, il faut faire ci, il faut faire ça. Bien sûr, il faut des specs, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais
il faut le bon niveau de spec, le bon niveau de process au bon moment. Parce que écrire 40 pages de spec, personne ne va la lire de façon intégrale. Enfin, c'est pas possible. Et donc, du coup, comment tu le découpes, comment tu fais des choses beaucoup plus simples, ça va être la fonction du Product Ops. Okay, ça va pas être de relever les compteurs pour savoir si tu es en retard, pas en retard. C'est pas une surprise. Tout le monde est toujours en retard. Hein. Enfin, à aucun moment, tu es capable de prédire le développement d'une feature sur plusieurs mois. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. À savoir que tu vas lever de la dette, etc. Mais oui, exactement. Et puis, dans un mois, imaginons qu'au début, tu dis 6 mois. Ok, mais en fait, un mois plus tard, il s'est passé des choses côté business, il s'est passé des choses côté dette, on a eu un bug, on a eu un incident. 2 mois après, en fait, il y a eu ça, on a eu un nouveau client, on a eu une nouvelle demande. Donc, du coup, ça marche pas. Donc, du coup, ce côté un peu prédire, chef de projet, je regarde les compteurs, je regarde la timeline, on shift. Ok, mais je vais te le dire dès le début, hein. On va shifter. Donc du coup, arrête de me dire qu'on risque de shifter. On va shifter. C'est par définition notre métier. Okay. Par contre, le truc le plus important, c'est justement ce trio pour en revenir à cette organisation un petit peu product design, ingénieur et product manager. Le plus important, c'est toujours que les 3 soient d'accord sur c'est quoi la priorité, qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est la solution. Et c'est pour ça que ce trio est hyper important, ça doit être les meilleurs potes du monde. C'est pas juste le product manager seul, c'est pas le product designer seul, etc. C'est les 3 en même temps. Et c'est comme ça qu'en fait, on va créer le meilleur produit. Ouais. Product Ops, tu peux remettre la définition, parce que moi, j'ai peut-être ma notion et toi la tienne. Moi, tu vois, je m'étais dit, par exemple, donc, moi, je suis un ancien PMO, j'ai fait de la PMO à différents niveaux, projet, programme, portefeuille, direction, etc. Et un jour, je m'étais dit, en vrai, pourquoi pas bouger de carrière, hein, et pourquoi pas justement partir dans les startups. Et je m'étais dit, ok, mon taf, ça va être Product Ops, en fait. Comment justement mettre de l'huile dans les rouages, faire en sorte que ça bouge plus vite, attaquer le process, piloter, secouer, mettre des coups de fouet quand il faut sur certains sujets. En fait, le Product Ops, il va être là, surtout dans des organisations où il y a beaucoup de product managers. Quand il y en a très peu, en fait, on n'a pas trop besoin parce qu'en fait, le PM va avoir sa propre organisation, il va pouvoir s'entendre avec son collègue, s'ils sont 2, 3, etc. Tu n'en as pas tellement besoin. Tout le monde se met d'accord. Quand tu commences à avoir une organisation où tu as 20 PM, où tu as 80 PM, comme des organisations que j'ai vécues, en fait, il faut mettre en place un petit peu une certaine rigueur sur, ok, comment en fait, quel outil tu vas utiliser pour collecter les feedbacks clients. Au bout d'un moment, tu peux pas avoir un outil à gauche, un outil à droite, tu vas faire des calculs différents, et en fait, tu es en train de comparer des pommes et des oranges quand tu compares la priorisation entre les équipes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des outils différents et des process différents. Donc, le métier de Product Ops, il va être là pour se dire, OK, très centré produit, quels sont tous les outils, les process et les opérations nécessaires permettant aux product managers et aux product designers et aux ingénieurs aussi, indirectement, de collecter son feedback, de bien analyser, de bien mesurer et d'avoir le bon process pour présenter ses features, etc. Donc, il y a un côté, c'est pas le métier de PMO où, en fait, moi, PMO, je regarde, je suis responsable des projets A, B, C et je suis responsable de donner de la visibilité sur ces projets, regarder le timing, regarder le budget. C'est moi, Product Ops, je suis responsable de faire en sorte que le Product Manager, en fait, on va dire sur sa phase de discovery, framing et delivery, il va prendre, je vais dire une bêtise, 1 mois parce qu'en fait, il est obligé d'aller cruncher de la donnée à gauche, cruncher de la donnée à droite, son process pour collecter son feedback, c'est pas très bien, etc. En fait, je vais lui donner les outils, les process, la méthode, pour qu'en fait, son temps il soit réduit et qu'il puisse délivrer plus vite. Okay ? Donc, moi, Product Ops, je m'en fous de ce qui est développé. Je m'intéresse à comment j'améliore le fait que le product manager priorise les bonnes choses et aille plus vite en fait dans ses méthodes. C'est principalement ça. Et donc du coup, c'est une fonction qui diffère complètement du métier de chef de projet. C'est vraiment 2 fonctions différentes. Ok, top.
Ouais, après, moi, tu vois, tu disais c'est pas vraiment un PMO. Moi, le PMO, je le vois en effet. Alors, parfois, il fait du tracking, hein, donc il récupère de l'information, il fait du reporting. Après, en effet, pour moi, il a un rôle de normalisation, de méthode, d'acculturation aussi aux bonnes pratiques. Entièrement d'accord. C'est cette partie-ci, hein, la belle partie du métier. Hein, c'est pas quand tu relèves les compteurs. Exactement. Et t'en es où dans ton projet, tu relances 37 fois le chef de projet qui est pas foutu de t'envoyer son reporting alors que il faut le faire toutes les semaines. Enfin, voilà, ça c'est pas le rôle sympathique. Hein. Oui, c'est pas le rôle sympathique, mais c'est surtout c'est un rôle, c'est une partie du rôle. C'est pour ça que tu as raison, dans le métier de PMO, tu avais plusieurs parties, plusieurs parties, mais très souvent les gens sont restés un petit peu sur cette ancienne méthode où tu relèves les compteurs, le reporting. Oui, tout à fait. Mais parce que des fois, c'est le cas, en fait. Le projet va tellement vite, il n'y en a qu'un seul pour tout le monde. Il n'a pas le temps, enfin, il a juste le temps de faire son reporting. Et en fait, ça fait le taf. Ouais. Et c'est ce pourquoi on l'a appelé. Mais bon, c'est pas valorisant. C'est pas valorisant, mais c'est surtout, en fait, tu le fais pourquoi ? Pourquoi ? Pour remonter, en fait, à la direction les compteurs ? Pour que les prises de décision, elles soient faites. Pour de l'arbitrage. Pour de l'arbitrage, mais au final, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'arbitrage ne peut pas être fait par le product manager directement, ou le product manager peut pas remonter cette décision d'arbitrage. C'est pour ça que c'est hyper important que les opérations soient bien cadrées sur tant les outillages, mais aussi sur le Product Ops. Il va se dire, tiens, je vais inventer ce système de quarterly planning, now, next, later, whatever, enfin, ce que tu veux l'appeler, pour justement que le Product Ops puisse empower, genre vraiment donner de l'autonomie au product manager d'avoir ses instances pour présenter les directions d'arbitrage lui-même. Parce qu'en fait, si tu fais une prise de compteur qui après passe par le PMO, qui remonte, et après en fait c'est la direction qui appelle le PM en disant bah ok, en fait il faut arbitrer, bah en fait c'est un peu un cercle très très vicieux ce truc-là. Ouais, alors qu'en fait si tu as une décision d'arbitrage à faire, si tu as une instance qui est déjà cadrée, qui est déjà organisée en opération, bah en fait, le product manager va directement, quand il faut, aller voir la direction en disant voici les différents aspects, hop, t'as la décision, tu reviens, etc. Donc, c'est pour ça que ce truc de relevé de compteur, il faut vraiment le bannir, parce que ça, en plus de ça, ça fait un sentiment côté équipe qui est très... en fait, tu traques mon travail, tu me fliques, tu regardes par-dessus mon épaule, alors qu'en fait, justement, il faut plutôt les autonomiser en leur disant, t'as ces instances-là, viens présenter en fait tes problématiques si tu en as. Et comme ça, tu les rends autonomes complètement. Ok. On a un peu parlé, à un moment, t'as pas mal parlé KPI, tracking de l'usage, mais le fait que véritablement, est-ce que ça aide l'utilisateur ? Parce que la consommation d'un service, ok, fine, mais du coup, ça nous apporte pas nécessairement, en tout cas, ça permet pas des nouvelles capabilities pour les clients. Moi, je sais pas si ça te parle, le Standish Group Cost Report. Tu sais, c'est une espèce d'étude internationale sur tous les projets, en fait, comment se passe le projet, qui dit que globalement, 71% des projets se pètent la gueule. Et que voilà, les problèmes viennent de ci, de ça, et globalement, c'est les specs qui bougent tout le temps, un manque de sponsorship, enfin voilà, classique. Là-dessus, on va pas refaire l'histoire, mais je me posais la question aujourd'hui en termes de fonctionnalité, parce que tu en as parlé, et justement, je trouve ça extrêmement intéressant. Quels sont les KPI que tu suis pour dire, regardez la feature que j'ai sortie, elle sert, et elle va nous permettre d'aller pas sur la Lune, mais quelque part en tout cas. Waouh, c'est ultra large comme question. Parce que, en fait, ça va dépendre du scope que tu gères, de l'instant, de la phase à laquelle la boîte est, de tes clients, de tes directions métiers avec qui tu bosses. Et en fait, tu vas adapter un petit peu tes KPI en fonction de ça. Tu as par exemple, prends une équipe qui est responsable du scope authentification, la personne peut se loguer, etc. Bah en fait, c'est une fonction qui est très centrale
Un petit peu comme on disait au début avec la fonction support, etc. C'est une fonction centrale où que tu dis, en fait, il faut l'avoir. Je vois pas comment ça génère de la valeur. Et en fait, là, qu'est-ce que tu vas regarder ? Tu vas traquer les taux d'erreur de connexion. Tu vas traquer, les complexités de password, etc. Tu vas traquer plein de trucs, mais en fait, comment tu le rends business ? Et en fait, le rendre business, ça va être de se dire, en fait, je vais faire un petit peu d'innovation. En fait, quelles sont mes typologies de clients ? Peut-être qu'en fait, côté chiffres, ils sont en train de tous utiliser dans leur boîte un ServiceNow pour se connecter ou un truc centralisé, ou ils sont tous sur Google, ils sont tous sur Microsoft. En fait, on va plutôt intégrer ce type de feature, etc. Et ce qui va nous permettre, après, derrière, si on voit que tout le marché est comme ça, de débloquer des clients. Justement, on a peut-être un pipe de clients qui ne viennent pas chez nous dans un monde du B2B SaaS. Parce que justement, ils sont tous sur du Microsoft ou ils sont tous sur du Google et on n'a pas cette feature. En fait, il faut qu'on la débloque. Et là, en fait, tu vas mesurer d'un côté pur business le nombre de ventes et choses comme ça. Tu peux aussi mesurer le taux de churn parce qu'en fait, et le comparer à ton taux de connexion. Si par exemple, en fait, ton taux de churn, il est un petit peu en référence avec ton taux d'erreur de connexion, en fait, tu vas te poser des questions. Tu vas te dire, ok, c'est peut-être chez moi, etc. Donc, en fait, ça va dépendre de ton scope, principalement. Mais clairement, si je prends un petit peu de recul, ça va être usage client, donc dans l'interface, mais ça va être de l'usage d'interface, de savoir si c'est utilisé. Ça va être usage métier et business. Donc du coup, est-ce que ça débloque des ventes ? Est-ce que ça débloque des deals ? Et ça va être usage technique. Donc ça va être des KPI de performance, d'élimination de la dette, etc. Et en fait, les KPI, c'est pas juste de l'usage. C'est pas parce qu'une feature est utilisée que forcément ça fait du business. Ou c'est pas parce que tu as un client qui t'a demandé une feature, tu t'es dit, tiens, en fait, ça va me débloquer 50K, 60K en deal. Ok, mais derrière, si c'est pas utilisé, en fait, qu'est-ce que ça fait ? En fait, ça va te générer de la dette avec une feature à maintenir qui va pas être utilisée. Enfin voilà, tu as tout ça à regarder. Donc, il n'y a pas de vraie réponse au KPI. Il dépend de ton scope, il dépend des directions de métier avec qui tu bosses. C'est très diversifié. Ouais. Et tu vois, là où ça amène en fait cette réflexion-là, justement, dans ce report-là, ce Standish Group Chaos Report, une des métriques, c'est 80% des fonctionnalités ne sont pas ou peu utilisées. Wow, ça met ça... Aucun problème. Donc, aucun problème. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut tout regarder. Parce que très souvent, on va se dire... L'exemple que je t'ai pris juste avant, on a débloqué un deal. Super. C'est pas utilisé, ça me génère de la dette. Et oui, performance merdique. En fait, c'est pas utilisé. Donc c'est bien, ça t'a amené un deal un jour J. Ça t'a débloqué. Mais en fait... Mais tu le payes. Tu le payes de dingue. Tu le payes en maintenance. Tu dois maintenir cette fonctionnalité pour quelque chose qui n'est pas utilisé. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est très important aussi que le product manager regarde la dette. C'est ce qu'on disait au début. Parce que la dette fait partie aussi... Une dette, c'est une feature qui n'est pas utilisée aussi. C'est une dette. Oui, parce qu'en effet, maintenance. Ouais, exactement. Et donc du coup... Il faut pas... Un product manager, c'est pas juste un métier waouh qui invente des nouvelles fonctionnalités. C'est quelqu'un qui va regarder comment on fait du business. Et le business, ça passe par la dette, ça passe par les features qu'on n'utilise pas. Et donc, du coup, en continu, le product manager doit avoir son dashboard de toutes les fonctionnalités, de tous les usages de ces features. En continu. Ok ? Ce n'est pas juste... Je vais développer une feature, je regarde les métriques là, je regarde à la fin, ça a fait un uplift, enfin un incrément. Allez, je passe à autre chose. Non. En fait, cette métrique-là, tu vas la mettre dans un dashboard global que tu suis au quotidien. Ton portefeuille d'applications. Exactement, que tu vas regarder en continu. Et que au fur et à mesure, tu vas challenger en fait les chiffres et tu vas revoir en fait ce qui ne va pas.
Ça c'est du bon product management parce que, comme je disais, c'est pas un projet. C'est pas parce que tu as développé une feature que c'est fini. Tu vas regarder ta feature dans le temps, même si tu l'améliores pas forcément tout le temps, tout en continu, parce que tu vas passer sur d'autres features. Regarde tes métriques. Parce que si à un moment donné, tu as une partie de tes features qui sont pas du tout utilisées, c'est qu'il y a un vrai problème. Et le problème, c'est pas le client ni l'utilisateur qui va te le dire. C'est toi qui va le découvrir. Donc, c'est tout ça, en fait, qui génère de la tête dans une boîte. Ouais. Ça, c'est un truc sur lequel je me bats énormément, justement. C'est cette capacité à dire... traquer l'ensemble de vos applicatifs. Donc déjà, des fois, tu arrives dans des DSI, tu dis, c'est quoi l'ensemble de vos applications ? Sortez-moi un doc 360, etc. Il y en a certains, ils sont incapables de te le dire. Ouais. Donc, comment tu vas piloter déjà ton catalogue de services, etc. Enfin bon, ça ouvre plein d'horreurs. Mais de se dire qu'en effet... toute application que tu as engendre nécessairement de la dette. Ouais. Et surtout quand tu fais du dev spécifique, mais même quand tu achètes du logiciel, en fait. Quand tu fais de l'acquisition de logiciel, pareil, tu as généralement de l'intégration quelque part, et c'est des pipelines d'informations qui existent, qui sont là, qu'il faut gérer, parce que ces pipelines, ils pètent. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les réflexions, tu vois, notamment, je pense à... j'aime bien les sujets data, tu vois. Donc, aujourd'hui, on parle modern data stack. Et dans la modern data stack, on dit choper des produits qui sont interopérables directement. Et les pipelines, ils sont gérés par les éditeurs de logiciels. Et toi, tu te casses pas la tête. Quand tu prends l'agro solution qui est intégrable avec tous les produits qui t'intéressent. Et ça, déjà... c'est de l'autre côté. Tu vas le payer nécessairement, mais en tout cas, c'est pas de ton côté. Mais donc voilà, donc toute cette réflexion de se dire, tout ce que j'accumule, je le paye nécessairement. Et quand je fais de l'acquisition logicielle d'un ERP et qu'en fait, l'éditeur a sa philosophie, mais que globalement, je m'en cogne de sa philosophie, et c'est moi on va intégrer tous nos process dans l'ERP. Bon, en fait, tu crées des usines à gaz qui sont dégueulasses. On en a plein des exemples de boîtes qui, ça fait 4-5 ans qu'elles essayent de mettre en place leurs ERP. Ils s'arrachent la tête, ça pète dans tous les sens. Bah ouais, les gars, parce qu'en fait, quand il fallait prendre la décision stricte de dire non, on va pas faire... on va pas reprendre votre process parce que, en fait, c'est pas la norme dans notre secteur, c'est pas smart peut-être, parce qu'il y a aussi un sujet de réinterroger les processus. On va prendre notre processus et on va le copier-coller dans l'outil. Tu génères de la dette et tu vas la payer et ça va péter. Et l'éditeur de logiciel, à un moment, il va se dire allez, c'est bon, ras-le-bol. Ce projet-là, il partira en tribunal, j'ai autre chose à faire. Je suis dans mon hyper-scalabilité. J'ai la BPI, French Tech qui est derrière, etc. Et ça fera partie des pockets. Surtout quand t'es une DCI qui intègre beaucoup de logiciels extérieurs, etc. En fait, eux, ils ont leur propre stratégie. Oui. Voilà. Enfin, c'est très bien, t'es un bon client, même si t'es un gros client, c'est très cool. Mais en fait, eux, c'est comme un enfant, il a envie de développer sa propre personnalité, ils ont leur propre stratégie. Donc au bout d'un moment, aller craquer juste pour toi, en fait, pour essayer de rentrer dans ton ERP, pour qu'en fait tout soit bien connecté, etc. En fait, ils se disent, en fait, tu me fatigues. En fait, tu me génères plus de coûts que de revenus. Parce que tu vas me Donc du coup, même si tu es un gros client, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça ? C'est pour ça que les DSI aujourd'hui doivent vraiment essayer de créer ce point central évolutif, scalable, qui permet en fait de pouvoir intégrer n'importe quel type de logiciel, notamment sur la data, notamment sur les intégrations, sur les connecteurs, et en fait s'adapter un petit peu au marché. Parce que sinon, on ne va pas forcer les éditeurs à s'adapter à nous. C'est impossible. Oui, ça c'est un gros problème aussi. C'est un sujet de confrontation, on va dire, mais en effet, et ce que je vois d'ailleurs de plus en plus, et ce que je prône aussi, justement sur de l'acquisition logicielle, c'est oui, t'as ta petite liste de critères que tu vas checker, tu vas pondérer, etc. pour noter chacune des solutions et savoir vers laquelle tu vas. Prends aussi en compte la roadmap et la philosophie de la boîte.
parce que tu peux financer aussi une startup qui est naissante, en laquelle tu crois, qui va exactement dans la même, dans la même direction de toi. Ouais. Et ça peut devenir, en fait, aujourd'hui, c'est peut-être un embryon, mais demain, c'est peut-être un de tes plus importants socles techniques, technologiques dans la boîte. Et donc, prends en compte justement cette évolutivité dans laquelle tu t'inscris aussi. Tu vas être un partenaire de choix, tu seras probablement un des clients les plus promus par cette boîte-ci. Et en fait, cette notion de partenariat en fait assez forte, tu l'as nécessairement quand tu es sur des socles technologiques, tu vois, je parlais ERP, CRM, tout ça, tu l'as nécessairement avec ces boîtes-là, à part si tu te dis je prends Salesforce et puis on s'en fout, Salesforce, SAP, Oracle, peu importe, et je prends les gros mastodontes et j'y vais, eux ils vont pas s'adapter pour toi, ça c'est clair. Mais si tu vas faire confiance à un acteur du marché et tu t'inscris avec eux dans la durée, on a le premier invité qu'on a eu justement sur le podcast, c'est son sujet justement, cette réflexion product, et de se dire je crée dans la durée en effet des roadmaps directement avec mes éditeurs de logiciels, parce que c'est mon socle technologique, ça fait partie de mes 3 à 4 gros composants, et je m'inscris avec eux dans la durée et je construis avec eux, et je suis capable aussi de, comme je suis un client de longue date, je suis aussi capable de les secouer quand il y en a besoin. Ok. Très bien. J'avais une question que je voulais traiter, mais je vois que le temps passe assez vite. On en a un petit peu parlé. C'est la gestion du récurrent, la gestion du run. T'as comment toi tu l'intègres? Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Peut-être assez rapidement. Voilà, comment tu le vis toi au quotidien en tant que PM? Moi, je reviens un petit peu au basique là-dessus. Et encore une fois, c'est par l'expérience que tu le comprends. Tu connais la méthode Moscou? Non. Must, should, could. Okay. Où en fait, et would, c'est le 4e. En fait, tu vas toujours essayer de décomposer ton sprint, ton backlog, ton shape-up, ta phase de développement, en mettant à l'intérieur de ta phase de développement. Bon, les ratios, on peut les revoir en fonction, mais 60% de fonctionnalités qu'il faut faire, c'est du must. 20%, etc. Okay. Et en fait, tu vas toujours découper ça pour dire, OK, je vais essayer de faire du 60% de must, et après 20%, et après 15%, et après 10%. Enfin, ça fait pas 100%, mais en tout cas, tu as compris le système. Et en fait, l'innovation et la qualité de l'expérience vient du long tail. Ça vient des petites choses que tu vas faire dans ton sprint. Oui. Parce que faire du must, c'est génial, c'est super. Mais en fait, c'est principalement de la création de features. Okay. Et le run, très souvent, la petite amélioration, le petit fixe, le petit changement de traduction ou je ne sais quoi, c'est en fait des choses qui nous embêtent, qui sont là, qu'il faut faire un moment, on n'a pas le temps, etc. C'est de la rétention, en fait. Ouais. C'est là où tu et en fait, ça, exactement, la long tail et ces petits trucs-là, il faut toujours en faire en continu. Okay. Parce que c'est ce qui va faire que ton produit, il est de qualité. Parce que c'est bien beau, tu as fait ta feature, elle fonctionne, c'est très bien. Mais en fait, si l'expérience, elle est pourrie, en fait, au bout d'un moment, ça va pas le faire. Et c'est parce que dans ton run, tu vas inclure plein de fonctionnalités, plein de micro-trucs au quotidien qui vont faire que, waouh, en fait, ils ont ça. Enfin, moi, parfois, quand je vois des Slack, par exemple, qui développent des micro-features qui servent pas à grand-chose, mais qui sont là pour te faire rêver, qui t'apportent un petit côté supplémentaire, etc., tu dis, waouh, en fait, c'est génial, quoi, c'est cool. Ils auraient pu ne pas le faire, mais c'est cool. L'expérience au quotidien, elle est top. Et donc, c'est très important en tant que product manager de toujours penser à ça. Réserve ton sprint ou ta phase à 60% de tes musts, il n'y a pas de souci, mais réserve 40% du temps sur le reste. Hyper important. Comme ça, toutes les 2 semaines, t'incrémentes un peu de joie dans le produit. Ok. Hyper important. Ouais. Et tu vois, moi, je suis assez fan des systèmes de Customer Success Management, que j'essaye justement d'aller, que je gratte, que je lis en tout cas pas mal sur ces sujets-là, en me disant que c'est l'avenir du support informatique qu'on connaît dans les DSI, donc nécessairement. Et la réflexion, elle est toute simple. C'est plus simple de garder un client que d'en acquérir un nouveau. Oui. Donc,
fais en sorte que ton taux de churn il soit le plus bas possible en justement mettant des petits trucs du quotidien. Et c'est ce que tu dis, donc c'est de la rétention, c'est notre capacité à accompagner au mieux. Et après, si tu veux une méthode un petit peu supplémentaire, c'est nous dans le product management, surtout dans le B2B SaaS, on utilise des outils te permettant en fait de collecter des feedbacks. Et après, ce feedback, en fait, il est associé à ton CRM, Salesforce ou HubSpot ou autre, et il te ramène en fait la valeur du client. Très, très souvent, en fait, lui, il paye tant, etc. Donc, c'est de cette valeur. Et en fait, grâce à ces outils, ça te permet de te dire, tiens, en fait, j'ai 15 clients ou 100 clients qui m'ont demandé cette même feature-là. Et la somme, en fait, de valeur de ces clients-là fait ça. La somme de portefeuille. Exactement. Et que je dois mettre le poids du corps à droite ou à gauche. Et parfois, très souvent, on va se focus sur 2-3 clients qui sont des très gros clients qui demandent une grosse fonctionnalité. Et en fait, grâce à ces outils, tu peux voir qu'en fait, tu as peut-être 200 clients qui sont déjà tes clients actuels, qui, la somme de ces clients-là, en fait, t'ont demandé la même feature, et la somme de ça fait bien plus que les 3 gros clients. Donc du coup, il ne faut pas regarder à celui qui crie le plus fort. Bien sûr, au bout d'un moment, il y a de la politique à faire, etc. Mais regarde tes chiffres, en fait, qui te demande ça, le volume, qu'est-ce que ça représente. Parce que parfois, en fait, ça va prioriser plein de micro-trucs, et les micro-trucs sont demandés par 300 personnes. Et ça, tu le mets de côté parce qu'en fait, tu ne regardes pas tes chiffres. Parce qu'en fait, c'est tout petit. Mais en fait, ça représente en termes de business bien plus que ça pour faire de la rétention client au lieu d'aller chercher en fait deux, trois autres trucs. Trop bien. J'aime bien ça. J'aime bien la technique. En termes de priorisation, c'est intéressant. On a encore quelques instants. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière ? Waouh, c'est large ça. Le meilleur. Hein ? Et puis tout doucement, on affine. Celui qui t'a été le plus utile en tout cas, en termes de progression de carrière ou peut-être perso. Ça peut paraître un peu basique, mais c'est un truc que j'ai déjà dit au début, c'est ne dis jamais j'aime pas. Jamais. À partir du moment où tu dis j'aime ça, ou j'aime pas ça, on va pas le faire, etc. C'est fini. Tu rentres dans un débat en fait inutile. Parce qu'en fait, c'est un débat d'égo, d'émotion, de préférence, et pas du tout un débat business. Et en fait, quand tu commences ta carrière et tout, t'es souvent dans ce truc-là en mode j'ai vu ça donc c'est cool, j'ai vu ça dans plein de boîtes donc on devrait le faire. Ok, peut-être que ça fonctionne pour ces boîtes, mais est-ce que tu t'es posé la question si ça fonctionne bien ici, dans cet environnement, dans cette stratégie ? Et c'est ça, en fait, à partir du moment où tu comprends que tu n'es pas là pour en fait, donner ton avis. Et quand je dis ton avis, c'est le j'aime pas. En fait, tu as tout compris au métier. C'est qu'en fait, tu viens construire quelque chose qui est très global. Ok, j'aime bien. C'est un bon conseil pour des dirigeants, ça. Ok. Et à condition que le dirigeant, des fois, il doit faire de l'argent, mais des fois, il crée aussi son bébé à lui. Donc il n'y a pas de souci. Il peut choisir. Ouais, tout à fait. Ok. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi. Pour cet échange. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? De bosser sur plein de produits différents. Plus je vais bosser sur des produits différents, plus je vais m'éclater, plus je vais découvrir des choses, plus je pense je vais gagner en maturité sur le product management en général. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est découvrir des choses différentes, découvrir des produits différents. Et donc, tu as managé des équipes. Aujourd'hui, tu n'en manages plus. C'est un truc, c'est un sujet sur lequel tu vas revenir. Je pense que c'était pas une finalité en soi pour moi de manager. Ça m'a beaucoup apporté, le management. Là, je suis à une étape de ma carrière où en fait, j'avais envie de vraiment me remettre dedans, de me remettre dans le dur. Aussi me challenger, savoir si j'étais capable de réapprendre des nouvelles choses. C'est un peu comme ça que moi j'apprends. En fait, c'est sur le terrain. Il y a des questions parfois sur en fait, quelles sont vos lectures, où est-ce que vous apprenez, etc. Et en fait, moi, j'apprends du terrain. Et le management, c'est cool, c'est très bien. Il y
y a une certaine profondeur, largeur de responsabilité. Mais au final, c'est sur le terrain qu'on apprend le produit, quoi. Sur le micro-truc, le micro-problème, la micro-solution, qu'en fait, on arrive à avoir un peu plus de perspective. C'est un métier différent. C'est un métier différent et moi, j'avais envie de vraiment de revenir sur ce terrain-là. Ok, top. Bon, merci beaucoup. Merci à toi.